Lleyton Hewitt l'avait déclaré par la suite. Il était grippé juste avant ce tournoi de Stuttgart. Et depuis, il a eu un problème au niveau de l'estomac. D'ailleurs, il ne sait toujours pas ce qu'il a. Il a été voir tous les médecins peut-être qui existent sur le continent européen. Et on ne lui a pas donné le remède magique, miracle, qui pourrait lui permettre d'être tranquille. Alors Lleyton Hewitt, on lui a posé la question de savoir s'il était vraiment prêt, ici, à Lisbonne. Et puis surtout pour Barcelone, pour la finale de la Coupe Davis. Et il a dit, bon, j'ai pris des médicaments, j'ai fait des traitements, j'ai suivi des traitements qui normalement devraient me permettre de jouer sans avoir de soucis pendant 15 jours. Après, je ne sais pas. Mais bon, on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec Lleyton Hewitt. Tête à tête entre ces deux joueurs, vous voyez la dernière fois c'était à l'US Open. Sampras s'était imposé, mais on va dire plutôt accroché, avec 2 jeux décisifs et un 6-4 au deuxième set. En finale du tournoi du Queens sur gazon, normalement la chambre à coucher de Pete Sampras, Lleyton Hewitt s'était imposé en 2-7, 6-4, 6-4. Et auparavant, Pete Sampras s'était toujours imposé face à Lleyton Hewitt. À Miami au tout début de cette année, à Londres l'année dernière, toujours sur ce gazon du Queens. Et puis il y a longtemps à New Haven en 98, Sampras avait gagné, mais alors bon, c'était un gamin, Lleyton Hewitt. Si on pouvait le résumer techniquement et mentalement, Thierry, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce phénomène? Que c'est un phénomène, Oui, c'est un phénomène de par son attitude sur le terrain. C'est un joueur qui ne renonce jamais, quel que soit le score, qu'il soit mené, qu'il soit devant, il ne renonce jamais, il est toujours très positif, il s'encourage tout le temps. Donc bon, en plus maintenant on le sait, hein, c'est un joueur qui a un des meilleurs jeux de jambes du circuit, il est souvent très très difficile à déborder. Et puis derrière, bah, c'est un formidable contreur et passeur, et surtout il a une arme redoutable face aux attaquants. C'est que non seulement il passe bien, mais en plus il a un lob de toute beauté. Ah donc, oui, il adore ça. Il adore. Donc vraiment c'est, bon, il le prouve, hein, c'est un des tout meilleurs joueurs du monde, et c'est un joueur qui reste très très difficile à manœuvrer sur le terrain. Bon, Lleyton Hewitt l'a dit, j'ai battu Sampras cette année en finale du Queens parce que j'ai joué extraordinairement bien du premier au dernier point. Ça va peut-être m'arriver 3 fois dans ma carrière quand je vais jouer Sampras. Et il le rappelle lui-même, c'était la finale du Queens. Ça aurait été la finale de Wimbledon, je ne sais pas du tout si Sampras aurait joué de la même façon. Donc il est très lucide là-dessus. Mais il adore ce genre d'adversaire, Lleyton Hewitt. Il lui faut une cible et un joueur qui fait systématiquement la même chose. Là, il est redoutable. Oui, c'est vrai. Mais on se rend compte dans tout ce que disent les jeunes joueurs, les new balls comme on les appelle aujourd'hui, ouais, de génération avec Safin, Hewitt, ils ont quand même énormément de respect pour Pete Sampras et André Agassi lorsqu'ils se retrouvent sur un terrain face à ces joueurs. Ouais. Pour se rendre compte, sachez que Lleyton Hewitt dispute comme Marat Safin son premier Masters, sa première Masters Cup donc obligatoirement, alors que Pete Sampras lui joue sa 11e qualification dans un Masters. Il en a gagné 5, donc on l'a dit, au niveau du record il est comme Lendl, sauf que Lendl lui s'est qualifié 12 années consécutivement pour ce Masters. C'est incroyable, incroyable. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de gagner un tournoi du Grand Chelem. C'est vrai que c'est la première fois qu'on en parle de ça. C'est pour ça qu'Agassi n'était pas très très chaud au départ. Il l'a dit, moi je ne viendrai que si je fais partie des 8 meilleurs joueurs mondiaux. C'est la règle. Le fait d'avoir gagné l'Open d'Australie, non, ça ne compte pas. Et heureusement pour André Agassi, il a fait partie des 8 meilleurs. Mais avant, pour se qualifier pour le Masters, il fallait être parmi les 8 meilleurs mondiaux. Qu'on ait gagné un tournoi Grand Chelem ou non, ça ne suffisait pas. Alors Lleyton Hewitt au niveau du classement, il est 6e, le petit Australien, enfin le petit entre guillemets. Pete Sampras est numéro 3. Quel est l'enjeu dans ce match? Il est simple. Pete Sampras sait qu'il ne peut plus être numéro 1 mondial, mais il n'a pas été là très souvent cette année. Il n'a plus été là sur le circuit depuis sa défaite face à Marat Safin, et pour lui il est hors de question de rendre son sceptre aussi rapidement et aussi facilement. Donc il va tout faire pour essayer de garder son titre dans cette Masters Cup. Lleyton Hewitt, lui, c'est sa première participation. Il le dit, il est un peu comme Juan Carlos Ferrero, il veut rentrer dans l'histoire, mais pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, c'est maintenant, c'est tout de suite qu'il veut rentrer dans l'histoire. Donc jouer les meilleurs, il adore ça. Et dès qu'il est dans un grand rendez-vous, même dans un petit tournoi, de toute façon, il est surmotivé. Donc ce match-là, c'est vrai que ça sent la poudre. Oui, puis en plus il y a une vraie opposition de style entre les deux joueurs, hein. Bon, Pete Sampras on connaît, lui il s'appuie derrière
Sa première balle. Première, même deuxième balle. La deuxième, c'est pareil. C'est pareil pour lui, donc il s'appuie derrière un gros service, il essaie de prendre le filet. Et puis de l'autre côté, on a Lleyton Hewitt qui lui retourne bien, contre bien. Et... Voici les parents de Lleyton Hewitt, justement. Un papa costaud. Si jamais vous le rencontrez, vous allez voir ce que c'est qu'un joueur qui fait du football australien. C'est un petit peu particulier, c'est un mélange de rugby, de football, de violent, hein, physique. Ouais, c'est violent, oui. Et Lleyton Hewitt a beaucoup joué au football australien jusqu'à l'âge de 12 ans. Il ne savait pas trop quoi faire. Et bon, malheureusement, sa taille, qui n'était pas assez carrée à l'époque, l'a plutôt aiguillé vers le tennis, tant mieux. Parce que vraiment, il a prouvé que dans ce sport-là, il était plutôt brillant. Très brillant même. Une ascension vertigineuse, que ce soit pour Lleyton Hewitt et que ce soit pour Marat Safin. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Safin. Lleyton Hewitt ne se bagarre pas pour la place de numéro 1 mondial, mais dans un an, qui sait. Deuxième match de cette Masters Cup, toujours dans le groupe rouge. On a vu Safin battre Correggia. On va voir Pete Sampras face à Lleyton Hewitt, le numéro 3 mondial, tenant du titre, face au plus jeune joueur de cette Masters Cup. Il faut rentrer dans ce match, mais on voit tout de suite que Lleyton Hewitt va être difficile à déborder, que Pete Sampras va peut-être avoir à jouer non pas une, mais peut-être 2 voire 3 volées. Il faut qu'il soit vraiment en forme physiquement, l'Américain. Personne n'a entendu le let, si ce n'est Lars Graf avec le petit radar qui est installé sur la bande du filet. Pas mal pour un joueur qui n'a plus joué depuis 2 mois et demi. 1-0 pour Pete Sampras. Est-ce que Thierry, le fait de s'arrêter comme ça de 2 mois et demi, bon, on se marie, on part en voyage de noces, bien sûr on s'entraîne, on n'arrête pas le tennis comme ça d'un coup, mais voici Paul Annacone d'ailleurs, l'entraîneur de Pete Sampras depuis très longtemps maintenant. Est-ce que c'est facile quand même de se remettre dans le bain comme ça, même quand on s'appelle Pete Sampras? Non, c'est pas facile parce que bon, d'une part il s'est marié, il a pris du temps, je pense qu'il n'a pas dû toucher la raquette pendant 3 bonnes semaines. Derrière il a dû essayer de revenir progressivement, mais forcément c'est très difficile, et puis surtout se replonger comme ça tout de suite dans un Masters alors qu'on ne joue que d'excellents joueurs, donc c'est pas facile. Heureusement je dirais pour lui, il joue Lleyton Hewitt qui, même s'il reste très difficile à jouer, n'est pas un joueur qui joue très vite, donc ça va peut-être lui laisser un peu de temps.
Il est d'ailleurs dans un bon groupe, Pete Sampras, parce qu'on se rend compte que dans ce groupe rouge, il y a Marat Safin. Bon, là, ça risque d'aller peut-être un peu vite pour une entrée en matière. Mais il a Hewitt et Correggia. Donc deux joueurs qui lui permettent de mettre son jeu en place. Après, bien sûr, ce sont des matchs accrochés, mais il n'est pas bousculé. Comme face à un joueur comme Safin, ou Agassi, ou Kuerten, ou Kafelnikov. Non. Premier ace du match pour Lleyton Hewitt. Très patient, Pete Sampras. On le sent assez tranquille, on ne prend pas beaucoup de risques, pardon, il varie bien. Il joue en alternance soit long, soit court. Ah, il ne va pas rentrer dans la balle de toute façon à 100% tout de suite, il a besoin de ressentir des sensations. Le jeu pour Lleyton Hewitt, un jeu partout. Pete Sampras en plus qui se méfie énormément de ce joueur australien. Il l'a dit lui-même, avec Lleyton Hewitt, c'est comme si vous jouiez Björn Borg. Il n'y a pas de déchet, il n'y a pas de faute. Le joueur est très rapide, il est partout. Et c'est pour ça qu'on le filme, même très jeune, pour prendre exemple. Là, il y a du monde derrière Lleyton Hewitt. Il faudrait que tout le monde s'assoie. Voilà. Sampras au service. Ouais, bien enchaîné. Et tout de suite, hein, Sampras qui vient très vite au filet derrière sa première balle. Course très rapide. Il est nettement au-dessus du filet au moment de voler sa volée de revers. Très peu d'échecs dans ce match, alors qu'il y a beaucoup d'échanges du fond du court. Ce qui est logique quand on connaît le jeu de Lleyton Hewitt, qu'il est un peu moins.
du côté de Pete Sampras, qui n'a pas l'habitude. Voilà, ça c'est son tennis. Une grosse première ou une grosse seconde qu'il suit au filet pour terminer les points rapidement. On va voir s'il tient la distance physiquement. 2-1 pour l'Américain. Comment on dit, Thierry? Publicidad. A tout de suite. La Fiat Punto est équipée de l'ABS, du double airbag Fiat, de la direction assistée Dual Drive, des systèmes d'éclairage Follow Me Home et anti-incendie FPS, de l'antivol Fiat Code et tout ça de série. Étonnant, non? Le voici, Pete Sampras. J'avoue que j'ai un petit faible pour ce joueur quand même. Je crois que vous n'êtes pas le seul. Ouais. Et j'ai d'autant plus un petit faible que j'ai peur, j'ai tout le temps peur qu'il annonce qu'il arrête sa carrière. Et quand même s'il y a bien sûr des joueurs fabuleux qui vont le remplacer, et ils sont déjà là, comme Safin, comme Ferrero, comme Hewitt, comme... Enfin il y en a plein, Kuerten aussi, il est tout jeune. Ça restera quand même le symbole du tennis des années 90, avec Agassi. Avec Agassi, ouais. 2-1 pour Sampras. Premier set, Hewitt au service. Au niveau de la retraite, il est comme Pioline. Dès qu'on lui pose la question, il rigole. Pour lui, il n'est pas du tout question d'arrêter. Attention, petit à petit, Pete Sampras tente d'accélérer du fond du court. Il commence à sentir la balle. Et toujours cette résistance de Lleyton Hewitt. Au même âge, Sampras le dit lui-même, Lleyton Hewitt est 3 fois plus rapide que Michael Chang. Au même âge. Against 40-15. Deux jeux partout. Pete Sampras en plus, Thierry, qui doit certainement observer Lleyton Hewitt, qui a certainement progressé depuis cette demi-finale de l'US Open qu'il avait gagné l'Américain.
Il a été, voici Darren Cahill justement, l'entraîneur de Lleyton Hewitt, puisqu'il a été finaliste à Stuttgart. Bon, il a fait quand même de belles performances, et puis il a été arrêté à Bercy, il n'a pas pu venir, il s'est reposé avant cette Masters Cup de Lisbonne, mais il améliore sans arrêt des petites choses, l'Australien. Oui, et puis chaque fois qu'il vient, qu'il s'inscrit dans un tournoi, il va tout le temps loin, donc forcément il joue de mieux en mieux, il prend confiance. Ah, ah, ah. Voilà, il est là. C'est bien lui. Fallait être rassuré parce qu'il a quand même une alliance. Donc il est un peu plus lourd. Quelques grammes d'or en plus. Ça ne l'empêche pas de décoller. Oh, c'est toujours pareil. Pete Sampras sur son service. En général, c'est difficilement breakable. Il n'a pas très bien servi jusqu'à présent, l'Américain. 54% de première balle, mais 100% de réussite sur cette première. Et 83% de réussite sur sa seconde. Il n'a perdu qu'un point depuis le début du match. Oui, ce qui est rassurant pour lui, hein, lorsqu'il sert bien comme ça. C'est vrai que même lorsqu'il passe pas beaucoup de première balle, il a une telle deuxième balle qui est tellement longue, tellement travaillée, tellement précise, qu'il arrive à la suivre aussi bien au filet que sa première balle et faire autant de points. Par contre, c'est vrai qu'on l'a vu, hein, en fond de cours, il commet encore quelques petites erreurs, mais c'est pas grave parce que lui, tout son jeu se repose sur son service et pour le moment, ça se passe bien. Et puis d'un coup, hein, sur un jeu de service, un jeu de retour, il peut être très dangereux, il peut se mettre à venir au filet, mettre la pression, lâcher son coup droit. Et souvent, dans les matchs lorsqu'on a vu les matchs de Sampras, ça suffisait pour conclure un set, juste mais un petit jeu de retour. Thierry, comment, vous qui avez l'œil justement de l'entraîneur, quelle est cette arme qu'il a au service? D'où vient cette puissance et cette impossibilité à ses adversaires de lire la trajectoire? Bon, déjà, il a tout le temps le même lancer. C'est un joueur qui est très relâché au service. Donc, il peut, avec le même lancer, aussi bien servir slicer, lifter au centre. Il change tout le temps, il varie tout le temps. Et donc, c'est un joueur, c'est vraiment très difficile à lire sa première balle. Moi, pour m'être retrouvé en face de lui une fois sur Rapide à Lyon, où il avait superbement dominé le tournoi, je n'avais rien vu. Mais vraiment rien vu. Et souvent, je me disais, bon voilà, il rate sa première balle, je vais m'avancer un petit peu sur sa deuxième balle. Et boum, c'était pareil, quoi. Il a une deuxième balle qui est très longue, un petit peu moins puissante que sa première balle forcément, mais qui reste quand même relativement élevée. Oh bah c'est aux alentours de 180 km/h. Voilà, donc vraiment, il n'y a jamais de temps mort et c'est toujours très difficile. Il faut pouvoir essayer d'anticiper et essayer de choisir un côté avant qu'il lance sa balle. 2 jeux à 1. 3 jeux à 2, pardon, pour Pete Sampras. Premier set. Et Hewitt, vous l'avez vu sur ce point, qui n'est plus qu'un contreur, c'est aussi un attaquant, un agresseur. C'est rare qu'il termine des points sur un coup droit ou un revers, il n'a pas du tout cette volonté-là de toute façon. Mais c'est vrai qu'il construit de plus en plus en avançant et qu'il finit par déborder ses adversaires, chose qu'il ne faisait pas avant.
Et là c'est sur ce genre de coup hein, où on sent que Sampras justement manque de match et de repères parce que il est un petit peu négligent sur le jeu de jambes, il a du mal à bien se placer, il est un petit peu lent. Oui, très bien servi de la part de Lleyton Hewitt. Là aussi il a progressé. Il est capable, sans asséner des premières ou des deuxièmes balles à 180-200 km/h, chose qu'il ne fait jamais d'ailleurs, des bonnes premières bien placées aux alentours de 170-180 km/h. Et ça fonctionne. 3 jeux partout. Ouais. Il s'est bien retourné. Hein. On a vu que Sampras était un petit peu lent derrière son service hein, parce qu'au moment de voler, il n'était pas encore arrivé au niveau de la ligne de service. Il était un petit peu loin. Il ne l'a pas agressé cette balle au filet. Elle est bonne? Non? Annoncé extérieur. Ouf. Beaucoup de sang-froid de la part de Sampras pour laisser passer ce retour de revers. Et en général, il ne regarde pas. Là, il a regardé. J'ai un doute. Sincèrement, j'ai un doute. Ah, ça en revanche. Cette demi-volée là. Ouais, elle est parfaitement contrôlée. Hein. Et surtout, il reste bas. Au moment de la jouer, il ne se relève pas. Et c'est une fois que la balle est partie de sa raquette qu'il se relève. Mais au moment de jouer sa demi-volée, il est parfaitement en équilibre. Là, il faut des cuisses. Très solide. Pas de cache, il était pas mal aussi en demi-volée basse. Quatre jeux à 3 pour Pete Sampras. Il a été un petit peu malmené, il était mené 0-30, mais il a réussi à remporter son engagement. On va le laisser respirer, on le retrouve dans 1 minute 30. Eh oui, on ne peut pas être égaux partout, sauf pour la voiture. Car à la GMF, entre les crédits, les réductions à l'achat et l'assurance à tarif avantageux, tout le monde est gagnant. GMF, assurément humain. À l'occasion de la Masters Cup à Lisbonne, retransmise sur notre antenne du 28 novembre au 3 décembre prochain, Pâté Sport et Tennis Plus vous proposent de gagner 20 abonnements de 6 mois à Tennis Plus en répondant à la question suivante. Quel joueur a remporté le tournoi des maîtres en 1999? Pete Sampras, André Agassi, Yevgeny Kafelnikov. Appelez dès maintenant au 08 92 68 66 99. Bonne chance. Lleyton Hewitt debout.
Il va servir pour tenter de revenir à 4 jeux partout, premier set. Et un petit peu comme lors du match entre Safin et Correggia, il y a une espèce de tension, c'est palpable. Pour l'instant, qui ne retient pas le bras de ces deux joueurs, mais il y a de l'enjeu. On se rend vraiment compte que cette Masters Cup, dès le départ, va mettre en jeu des matchs très accrochés. On peut considérer ça comme des absences. Ouais, mais en plus, Lleyton Hewitt, là pour le moment, se concentre d'essayer de jouer assez haut, assez lifté, le plus long possible pour essayer de justement empêcher Sampras d'avancer dans le terrain et l'obliger à jouer beaucoup de coups, beaucoup de revers à 2 mètres derrière sa ligne de fond de cours. Et ça, il n'aime pas trop ça. Il avance pas assez là dans ce dernier revers. Pourtant le coup droit de Lleyton Hewitt est assez court. Ah mais il est malin le petit Australien, il ne met pas de rythme dans ses frappes, dans ses échanges. Et Sampras a besoin de s'appuyer sur quelque chose de concret quand même pour lâcher ses grands coups droits, ses grands revers. Vous voyez là il casse. C'est un peu court. Oui, et puis surtout côté coup droit, Sampras arrive à faire la différence. Même lorsqu'il n'y a pas assez de rythme, il arrive justement à bien accélérer la balle avec son droit. Par contre en revers, il a un peu plus de difficulté. Ouais, et en coup droit là, voilà, il a une bonne gifle en coup droit, même si la balle n'est pas très puissante, lui il arrive à bien avancer. Regardez, il avance bien avec les jambes. Pareil au filet. 30-15. Ah, il a l'air empoté sur ces balles qui arrivent hautes sur son revers. Enfin attendez, je vais me reprendre tout de suite parce que Pete Sampras empoté, ça fait un peu désordre. Il est gêné quoi. Il a servi sa deuxième balle. Il avait senti que Sampras allait se décaler côté coup droit. On a tout de suite profité pour cette deuxième balle slicée, plein coup droit. Attention parce que Lleyton Hewitt est un redoutable relanceur, un petit peu à la André Agassi. Pete Sampras n'a pas très bien servi jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ah, toujours est-il qu'il fournit quand même de gros efforts pour remporter un point alors qu'il a lâché une première impressionnante. Et puis on va le voir là derrière son smash qui n'est pas évident. Tout de suite il va s'avancer vers le filet pour venir coller et gagner du temps par rapport à Lleyton Hewitt. Oh, c'est ça qui est terrible. C'est qu'apparemment il ne connaît pas le doute sur son engagement. Troisième ace. Pas très puissant, mais alors quel angle.
C'est lourd, c'est lourd. 5 jeux à 4 pour Pete Sampras. D'ailleurs Thierry, je vais quand même vous resituer par rapport à Pete Sampras. Bon d'accord, il vous bat à Lyon, mais vous l'aviez battu vous aussi. J'avais battu une année au deuxième tour à Roland Garros, oui. Ah ouais. On donne le score ou on reste modeste? On va rester modeste. On va aller se donner le beurre. 6-3, 6-1, 6-1. Ouais. Pas mal. C'est pour ça qu'après à Lyon, il s'était vengé en me battant à plat de couture 6-3, 6-1. Et justement, quand on joue Pete Sampras sur terre battue, est-ce qu'on se rend compte véritablement qu'il ne pourra jamais gagner Roland Garros? Ouais, enfin, faut à jamais cette dire époque-là, jamais. il était... il commençait à bien jouer, il était numéro 2 mondial, il allait passer numéro 1 mondial à la fin de l'année. Donc, il commençait vraiment à découvrir la terre battue. Mais c'est vrai que déjà à cette époque-là, il montrait des signes évidents parce que, comme tous les Américains, il ne glisse pas sur terre battue. Donc ça, c'est terrible hein, pour un joueur de ne pas pouvoir glisser. Il a du mal à bien se déplacer. À l'époque, il était impatient, il venait un petit peu trop vite au filet, il avait du mal à tenir l'échange. Donc, puis c'est surtout son déplacement qui n'avait pas. Je crois qu'aujourd'hui, un attaquant peut gagner à Roland Garros, hein, parce qu'aujourd'hui, les conditions de jeu sur terre se sont nettement améliorées. C'est un peu plus rapide, parce que les balles sont plus vives. Est-ce que vous l'avez vu jouer contre Philippe Poussy cette année au premier tour? Non. Non, vous n'avez pas vu Non, ce non, match j'ai en pas vu le 5-7? Parce que c'est vrai que tout le monde lui pose la question sans arrêt, bien sûr. Est-ce que vraiment le fait de ne pas gagner encore Roland Garros, ça lui manque dans son palmarès? Bien sûr, il répond, c'est une évidence que j'aimerais gagner Roland Garros. Mais il le dit lui-même, j'ai vraiment très peu de chances d'y arriver. Oui, mais il faudrait qu'il vienne vraiment de Monte Carlo et qu'il reste en Europe et qu'il joue tous les tournois sur terre battue jusqu'à Roland Garros, avec peut-être un sparring partner espagnol qui lui fasse jouer toute la journée. Est-ce qu'il a encore envie de se faire mal comme ça? Non, il aurait fallu qu'il le fasse avant, je pense. Maintenant, c'est un peu tard pour lui. Bah, il l'a fait une année. Hein. Mais il était reparti aux États-Unis. Ouais. Vraiment des délicatesses, hein. Ils sont revers, il commet vraiment de grosses fautes. Oh, ça passe, mais c'est là qu'on voit la force de caractère de Lleyton Hewitt. Il ne s'affole absolument jamais, l'Australien. Alors qu'il est bousculé dans cet échange, il est calme, il ne tente pas l'impossible. Il remet la balle pour essayer, si possible, de reconstruire le point derrière. Il a une sagesse à 19 ans qui est extraordinaire, Lleyton Hewitt. Il faut s'en rendre compte. Oh oui, c'est bien, il est bien allé à chercher celle-ci. Elle n'était pas facile à jouer hein, parce que le passing de Sampras était bien décoché dans les pieds. Une balle qui plonge juste derrière le filet avec beaucoup d'effet. Allez, la rapidité et en bout de course, comment il arrive à remettre cette balle. Oh, Oh là là. Oh, le contre sur une attaque dévastatrice de Pete Sampras. C'est la première fois que ça résonnait aussi fort dans cette arène de Lisbonne. Et bah boum, passing shot. Ça ne lui fait pas peur. Quelle vitesse. Et il est prêt pour rejouer derrière. Et le troisième ace pour conclure derrière. Oh, qu'il est beau ce match. 5 jeux partout, premier set.
C'est juste à côté. Il n'aurait pas un petit peu grossi, Pete Sampras? Légèrement, hein. Ouais, bien joué, bien bonne couverture là au filet, Pete Sampras, tout en avançant. Bonne première volée basse et derrière, coup de bras là, il la tient bien cette volée. C'est un rituel chez Hewitt. Il a besoin de faire tout ça avant de jouer son point. Ça commence par la casquette, le col de sa chemise, la chaîne autour de son cou, les cordes de sa raquette, et après il se met en position. C'est dans le couloir. Ce n'est pas dans le couloir parce qu'il n'y en a pas, mais c'est extérieur. Trenta. C'est bien joué, un point classique hein, ce soir passe. Un bon service, slice extérieur. Il s'ouvre tout le terrain et derrière, aucun problème pour lui pour conclure. Surtout qu'il sait là que face à Lleyton Hewitt, qui est un joueur de moindre gabarit, de gabarit moyen par rapport aux autres, l'Australien n'aura pas l'envergure pour aller tenter un coup gagnant là-dessus. Enfin, ça fait quelques jeux que Pete Sampras n'est pas tranquille sur son service. Oula, 3 raquettes d'un coup. 3 cordes, pardon. Il cherche son anti-vibrateur. Oh bah, il prend son temps. Il exagère un peu d'ailleurs. Net Ferguson. Le cordeur attitré de Sampras. Ouais, Je ne le connais pas. je le découvre aussi. Oh, ça s'envole. Faut se rendre compte de la vitesse de réaction de Lleyton Hewitt. Cette volée à la rigueur, il pourrait la délivrer tranquillement s'il n'avait pas cet adversaire de l'autre côté du filet, Pete Sampras. Mais il sait que l'Australien sera sur la balle. Donc il doit prendre un risque. Et il la met dehors. Balle de break pour Lleyton Hewitt. La première balle de break depuis le début de ce match. Oh oui, Bien joué. oh, oh, oh.
Ah, il ne rate pas une occasion. Lleyton Hewitt, une balle de break. Et il faut l'avoir sur le service de Pete Sampras. C'est suffisamment rare pour en profiter. Il l'a fait. 6-5 pour l'Australien. Il a besoin de repos. Nous aussi, on se retrouve après. Il n'y a rien qui vous gêne? Et cet éclat, là. Pensez à votre visibilité. En injectant de la résine, c'est si simple de le réparer. C'était rapide, hein? Carglass répare les pare-brises, même à domicile. Il y a eu une balle de break depuis le début de ce match et c'est Lleyton Hewitt qui se l'est offerte et qui l'a converti pour mener 6-5 dans ce premier set. Et il va servir maintenant l'Australien pour espérer remporter cette première manche. Ça, c'est rare. Ce n'est que la 6e faute directe de Lleyton Hewitt depuis le début du match. Contre 17 pour Pete Sampras. Celle-ci, elle est embêtante. Il va courir après son score maintenant, Lleyton Hewitt, sur son service. Oh là là, il est allé la chercher loin cette balle, Pete Sampras. Ouais, et puis en plus, de l'endroit où il était, c'était difficile de tenter un coup gagnant, surtout face à Lleyton Hewitt. Ça, il est fort de ce côté-là, mais il y a quand même une faiblesse dans le jeu de Pete Sampras. C'est ce revers du fond du court qu'il n'arrive absolument pas à rendre dangereux. Et lorsqu'il est en confiance, il arrive à bien le lâcher, mais là, c'est vrai que pour le moment, il a du mal. Il ne gêne pas du tout Lleyton Hewitt. Il faut vraiment qu'il aille se tourner son revers pour jouer des coups droits, parce que c'est le seul coup qui fait mal. Et Pete Sampras, aussi expérimenté soit-il, regarde vers Paul Annacone pour se rassurer. Il en a besoin. 19e faute directe pour Pete Sampras sur des services qui sont facilement contrôlables. Ouf! Oui, c'est bien joué. Ça, celui-ci, il aime bien là, ce coup droit très croisé, parce qu'il amène bien la balle avec lui. Et derrière, ça lui permet dans sa course de continuer à avancer pour être vraiment très présent au filet. Ça, c'est pur. Traverser de balle parfaite. C'est surtout, regardez, cette volonté d'avancer même après que la volée soit réalisée.
Cet accompagnement-là rend la volée fatale. Balle de 6 jeux partout pour Sampras. Ah, ce n'est pas le genre à avoir le bras qui tremble, Lleyton Hewitt. Va-t-il casser une coque? Ah non, il va replacer des élastocross. Petite croix qui se positionne au croisement du cordage pour éviter qu'elle s'use trop vite, pour les maintenir en place. Balle de 7. Oh là 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 là. C'est quand même mauvais en retour. J'espère que je ne froisse personne. Mais sur les deux possibilités que Pete Sampras a eu de faire son retard dans ce set pour revenir à 6 jeux partout, il a quand même fait des retours exécrables en bas du filet. Et puis Lleyton Hewitt, il a tenu comme d'habitude, il n'a pas fait de faute. Et il remporte le premier set en 47 minutes, 7-5. Ouais, mais comme... je dirais que là, Sampras a vraiment empêché son manque de compétition sur sa fin de set. C'est vrai que jusqu'à 5 partout, le jeu était assez équilibré, surtout sur les services de Sampras. Même s'il ne servait pas très bien, il tenait quand même bien son engagement. Il n'était jamais vraiment menacé sur son service. Et puis tout d'un coup, à 5 partout, Lleyton Hewitt, il a changé. Il a tout le temps fait voler Pete Sampras. Il a été très constant au retour. Donc forcément, il a poussé Sampras à jouer chaque fois des volets. Il en a raté quelques-unes qui paraissaient faciles, mais bon, il a chaque fois dû voler. Puis sur la seule balle de break qu'il a eu, Lleyton Hewitt, il a profité pour faire un excellent retour plongeant dans les pieds. Et puis derrière, on l'a vu, même si Sampras a eu une balle pour revenir à 6 partout, il a quand même été un petit peu lent à se mettre en action, surtout derrière les deuxièmes services de Lleyton Hewitt. Il aurait pu y aller un peu plus franchement, rentrer un peu plus dans la balle. Il a retenu un petit peu son coup, mais peut-être aussi c'est difficile à ce moment-là de trouver son rythme, de se dire voilà, maintenant je vais y aller, je vais essayer de rentrer un peu plus dans la balle. Donc tout ça fait que sur une fin de set, c'est un petit peu normal qu'il se retrouve à commettre des fautes. C'est bon, on dirait? Ouais, j'ai fini, allez-y, à vous là. Regardez, ça vous intéresse. Pourcentage du premier set. On voit Sampras, effectivement, pas un très bon service, 59% de première. Mais bon, 89% de réussite sur cette première balle, c'est toujours assez élevé. 21 fautes directes contre seulement 7 pour Lleyton Hewitt. Là, il y a un gouffre entre les deux. Et puis 2 balles de break pour Pete Sampras qui aurait pu lui permettre de revenir à 6 jeux partout. Il a été quand même très timide. Donc, ça fait 7-5. Vous voyez, quand même un petit peu de vent. Ces espèces de flamèches, ces drapeaux. C'est d'ailleurs de là que sont partis tous les grands explorateurs. Oh, on en reparlera, mais Vasco de Gama, Magellan, Christophe Colomb. Ils ont
lever l'ancre de Lisbonne pour partir vers l'inconnu. Parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas du tout où ils allaient. Sampras au service pour débuter le deuxième set. Et 15-0. Ah, il s'est bien retourné, bien fixé derrière en passing de coup droit. Il prend son temps. Lleyton Hewitt, il ajuste bien son coup. Alors attendez, j'ai fait une erreur apparemment. Ce n'était pas 15-0, c'était 0-15. Donc 0-30 maintenant. In center, 15-30. It was 30 off. C'est mieux pour l'Américain. Enfin, on ne peut pas vraiment dire qu'il est baissé de niveau. À un moment donné, il a commis quelques petites fautes. Et encore, c'est surtout Lleyton Hewitt qui a fait des retours superbes. Voilà, de ce style-là. Pour faire le seul break du match pour l'instant. Quelle vitesse. Et il est sur la ligne, Lleyton Hewitt. Parfait. Ouais, c'est bien joué, bien ajusté en deux temps. Et balle de break d'entrée de deuxième set pour l'Australien. Regardez où il est Sampras au moment de voler, sa première volée. Il est encore derrière la ligne de service. Il perd pratiquement chaque fois un mètre. Donc après, pour ajouter son deuxième passing, Lleyton Hewitt, il a du temps. Il manque un petit peu de vitesse là. Enchaînement derrière son service, Sampras. C'est bien retourné, à chaque fois il lui retourne dans les pieds sans prendre de risque. 100% de réussite sur ces balles de break. Son père peut être fier, mais enfin il souffle. Il est sous tension, le père de Lleyton Hewitt. 7-5, 1-0. C'est vrai que Pete Sampras, on va le répéter, a eu de la chance de retrouver Lleyton Hewitt pour son match de rentrée après 2 mois et demi d'absence, parce que ça aurait été Safin quand même, ça aurait été rapide, surtout que Safin là aurait été très motivé. Mais Lleyton Hewitt, c'est aussi une plaie à jouer. Le problème, c'est qu'il rate jamais, donc il vous fait tout le temps jouer. Et puis comme il ne donne pas tout le temps beaucoup de rythme dans sa balle, il faut toujours faire l'effort sur les jambes d'aller vers la balle, d'avancer et ne pas subir. Un petit regard de Lleyton Hewitt vers ses parents. Juste avant de servir. Rendez-vous compte que pour ce gamin de 19 ans, il pourrait battre Pete Sampras dans un match de poule de la Masters Cup. Lleyton Hewitt, il y a encore 2 ans, il dormait dans sa chambre d'enfant, d'adolescent, et il y avait les posters d'Agassi et de Sampras au-dessus de son lit. Il y a seulement 2 ans. Moi aussi je les avais, mais j'ai jamais joué contre eux. Vous avez toujours, je
je crois. Oui, oui. C'est là qu'on se rend compte à quel point le niveau est très proche entre les tout meilleurs. Il suffit qu'un secteur du jeu soit un petit peu moins bien, mais c'est infime. Et la différence se fait. Cinquième faute directe de Pete Sampras. Oui, ça fait beaucoup, mais il doit y en avoir au moins 15 du côté revers. Ah oui. C'est vrai qu'il a un vrai problème de timing. Hein. Il a du mal à savoir s'il doit avancer, s'il doit reculer. Il n'est jamais vraiment bien passé, alors qu'il n'est pas souvent en danger sur les balles de Hewitt. J'ai l'impression qu'il est toujours soit trop près de la balle, soit trop loin. Un bras qui ne part pas. Il n'y a rien dans ses revers. Ça ne peut en aucun cas gêner Hewitt. Et elle revient cette balle. Oh là là. Oh la partie d'échecs sur ce point. Quelle course, quelle dépense d'énergie de la part de l'Australien tout au long de cet échange. Sampras qui l'a amené très très loin avec des revers croisés de plus en plus courts. Et il termine par cet amorti. Et en fait l'échange s'est dessiné pour Sampras à partir de son accélération sur la ligne en coup droit. « 40-15. » Regardez, c'est un vieux roublard déjà, Lleyton Hewitt. Il prend tout son temps pour récupérer. Et il le fait parfaitement bien. Quatrième ace de Lleyton Hewitt qui confirme le break. 2-0. Deuxième set. Solide le gamin. Ouais, pour le moment, il n'y a rien à dire. C'est un match très constant. Oh là là, elle est bonne. Et comme vous le disiez Thierry, Sampras est un petit peu lent sur ses enchaînements. Donc il y a de la place pour que Lleyton Hewitt arrive à glisser ses retours croisés. Ouais, parce qu'il part pas très vite hein, son retour, mais vraiment très croisé. Il faudrait que Sampras gagne au moins 1 mètre dans sa course pour pouvoir espérer voler. Il a compris, oui, il remet tout dans les pieds. Et comme Sampras sait que s'il délivre une volée moyenne, il se fait fusiller en passing. Il prend des risques et il fait des fautes. C'est simple. Mais encore faut-il réussir à relancer les services de Sampras.
Oh, super. Comment passer une en bout de course de Lleyton Hewitt, mais encore une fois, quel retour dans les pieds. Il oblige Sampras à jouer une volée très difficile et puis derrière, avec ce petit coup droit, beaucoup d'effets. Sampras ne peut rien faire. Oh, ça sort à nouveau, quelle grosse faute. La 27e de Sampras, toujours en revers. Il n'arrive vraiment pas à trouver sa distance, côté revers. Et le double break. Lleyton Hewitt qui mène 7-5, 3-0. C'est dur à avaler, donc on en profite pour faire une petite pause, histoire de retrouver l'appétit juste après. Thierry. Si, un certain Safin. Ouais. Sakorecha. Il est mal parti, Pete Sampras. Hewitt au service. Oh qu'il est malin. Ouais, il avance bien, mais c'est vrai que Sampras, lorsqu'il met son revers dans le terrain, il n'arrive pas à donner de consistance à sa balle, ce qui fait qu'il permet complètement à Lleyton Hewitt de pouvoir avancer. Ah mais là Pete Sampras en revers est un joueur quelconque, voire moyen. Face à Lleyton Hewitt, ça ne peut pas passer comme ça. Balle courte en plus. Ah, il se régale, Lleyton Hewitt. Et maintenant il joue en confiance. C'est vrai que dans un premier temps, il s'est plutôt contenté d'essayer de tenir Sampras en fond de cours. Maintenant, il se permet d'avancer sur les balles courtes. C'est vrai qu'il a 2 breaks d'avance. Ouais, en plus, comme il bloquait Sampras côté revers depuis quelques jeux et que là il attaque long de ligne, Sampras se fait avoir. Voilà, il le bloque. Il sait de toute façon qu'il ne risque pas grand chose. Voilà, il peut renvoyer la balle pendant 10 ans, Lleyton Hewitt, sans faire de faute s'il le désire. Surtout que Sampras en accélération de revers, c'est du néant. 0 pointé depuis le début du match. Et 40-0 pour Lleyton Hewitt. Alors là, voilà, une révolte de Pete Sampras. Pas content quand même, l'Américain.
4 jeux à 0. 2 breaks d'avance pour Lleyton Hewitt. Il a quand même passé 71% de première balle de service dans ce set, Pete Sampras, mais il n'arrive pas à faire le point. Est-ce que Lleyton Hewitt aurait trouvé la clé? C'est surtout que derrière son service, il est très lent à venir voler près du filet. Donc chaque fois, il a une volée basse à effectuer. Non, 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 c'est extérieur. Ah, ça a été déjugé par Lars Graf. Bon, Lleyton Hewitt ne dit rien. C'est bien 15-0. Encore une fois, il est à peine au niveau de la ligne de service pour voler. Oui, très tranquillement. Il n'y a plus qu'un seul joueur actuellement sur le terrain. Comment va-t-il encaisser ça? Il joue quand même Pete Sampras. Il est en train de mener 4-0 dans un deuxième set. On l'a vu là, juste avant ce point, se reconcentrer au maximum avant de jouer, pour ne surtout pas penser à la victoire. Oh là là. 15-40. Je vais regarder parce que sincèrement, si jamais il perd 3 fois son service dans ce set, Pete Sampras, et qu'il risque de prendre un 6-0, je me demande qui lui a mis 6-0 dans un Masters depuis 10 ans. Je crois que c'est pas la peine de chercher, Benoît. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait mis 6-0 à Sampras. Oh là là, quel point! Il ne lâche pas un point à Lleyton Hewitt. Vous l'avez déjà vu lâcher un point? Si, peut-être quand il était poussin. Poussin première année. Et encore. Troisième balle de double break pour l'Australien. Ça sent le lob. Ah oui. Ah, il adore ça. C'est son premier depuis le début du match. Et celui-là est victorieux. Les parents Hewitt sont ravis. Le fiston vient de prendre pour la 3e fois consécutive, si ce n'est 4 fois consécutivement le service de Sampras. C'est rare, rarissime. On va en profiter pour respirer.
gros coup qui se prépare, très gros. À Vegas ou à Rio? À Vegas. Mets les gaz avec Driver 2, un jeu infogramme. Comparons ces deux ordinateurs. Ils sont pareils, mais il y en a un qui est moins coûteux, là. Lequel donc? Oh! Quel coup compare tous les prix d'un coup? Lleyton Hewitt. Thierry, champion, je vais vous demander de prendre la relève parce que je suis en train de regarder s'il a pris un 6-0 Pete Sampras dans le Masters. Vous regarderez ce soir, Benoît, vous me l'annoncerez demain. Ouais, je suis toute la soirée. Je suis en 95 et il a toujours pas encaissé un 6-0. Alors attention, on ne va pas s'affoler pour autant. On vous rappelle que ce sont des matchs de poule, qu'il n'y a pas d'élimination directe. Et que Pete Sampras, quand il avait remporté le Masters l'année dernière, en battant Agassi en finale, avait perdu contre Agassi en match de poule. Ce n'est pas dramatique, mais il va falloir qu'il joue ensuite Safin et Correggia, et alors là, sans avoir le moindre droit à l'erreur, s'il veut sortir de cette poule et être qualifié pour les demi-finales. Hewitt au service. Avec la possibilité d'infliger un 6-0 à Pete Sampras. Easy ones, 15 all. Est-ce que la fierté d'un champion pourrait faire en sorte qu'il n'accepte pas de prendre 6-0? J'ai vérifié, il n'a jamais concédé une manche sèche en 10 Masters. Oh, ce revers. 31e faute directe pour Pete Sampras, 9 pour Lleyton Hewitt. Il n'arrive jamais à mettre le poids du corps dans la balle, il est pratiquement tout le temps en bascule arrière. Oh là 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 là. Sergi Bruguera avait mis un 6-1 à Pete Sampras il y a très longtemps, dans un Masters. C'était déjà très étonnant de la part de Sergi Bruguera. Mais Sampras avait gagné en 3-7. Donc il avait peut-être disjoncté lors de cette deuxième manche. Mais là... Et ben voilà. Oh, 5e ace de Lleyton Hewitt. Et quel visage de l'Australien qui bat Pete Sampras 7-5, 6-0 en 1h15. Quelle correction! C'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout, hein, mais bon, faut dire que aujourd'hui Lleyton Hewitt a été vraiment très constant dans son match. Il a commis très peu de fautes directes, il a tout le temps fait voler Sampras sur ses engagements. Et puis eh bien, on s'est rendu compte que eh bien, la coupure de Sampras depuis l'US Open de 2 mois et demi, ben, aujourd'hui il s'en est ressenti, hein. On a vu qu'il était un petit peu lent. Bon, il a tenu quand même jusqu'à 5 partout, puis au moment important il a un petit peu faibli. Lleyton Hewitt lui en a profité pour mieux jouer. Et puis derrière, eh bien, il a eu du mal. Il nous a paru un petit peu lent, que ce soit derrière ses courses pour enchaîner ses race volées, et puis aussi dans l'échange. Et puis surtout avec ce petit problème de revers, là où il a jamais vraiment trouvé son timing. Il a toujours joué en bascule arrière. Donc il faut espérer que ce match va lui permettre de rentrer dans la compétition pour aborder son deuxième tour avec un peu plus
De sérénité. Voilà, on va écouter Malivai Washington avec Lleyton Hewitt. Vous avez très bien joué aujourd'hui. Vous avez vraiment très bien joué. Quand vous jouez contre des joueurs comme ça, ce sont surtout des matchs que l'on espère jouer depuis que vous êtes tout petit. do pretty ordinary in both of them, so I've just got to stay positive for the next 2 events and then go home and see, you know, some good doctors back in Australia. Oui, en fait, il dit qu'il a les 2 plus grosses semaines de sa vie qui arrivent et qu'il faut qu'il reste vraiment très concentré. Championship. What does it mean to you? So many great players over the years have played in this event, won this event. What does this mean to you to be here with Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être un tout jeune dans ce Masters alors que vous avez des anciennes gloires? En fait, quand il voyait Sampras gagner ou Agassi gagner, il était en train de jouer des doubles dans les tournois satellites ou futurs. Et il plaisantait avec les autres en disant ouais, un jour moi aussi je battrai Pete Sampras au Masters. Et là tout d'un coup il se retrouve de l'autre côté de la barrière, dans l'autre monde, et il joue contre Pete Sampras. Apparemment vous êtes prêts maintenant pour aller jusqu'au week-end prochain. C'est la première fois que je joue sans couloir dessiné sur un court de tennis. Et de toute façon il va falloir que je m'y habitue et je vais devenir de meilleur. Voilà. Apparemment, je crois qu'à un moment il a parlé aussi du fait qu'il avait vu beaucoup de docteurs et que bon, ils n'avaient pas trouvé la solution. Et il disait qu'il allait, c'était pas le moment d'y penser. Maintenant c'était fait. Voilà. Il avait eu beaucoup de docteurs comme vous disiez, et puis qu'il allait se concentrer sur les 2 semaines qui arrivaient parce que c'est les 2 plus grosses semaines de sa vie, et qu'après il aurait tout le temps de retour en Australie pour voir des docteurs et essayer de trouver ce qui n'allait pas chez lui. Voilà, donc on va quitter ces joueurs sur ces superbes images au ralenti. On vous rappelle le programme. Donc là, dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre Starter, l'émission de Patrice Nanek sur le sport automobile. Et puis après, on se retrouvera pour le prochain match. Il va y avoir un battement assez long parce qu'il va y avoir une cérémonie qu'on ne veut pas vous montrer. Ça va être un petit peu pesant tout ça. On se retrouvera de toute façon en direct d'ici une demi-heure, je pense, pour le match entre Gustavo Kuerten et André Agassi. Je n'ai pas besoin de vous préciser que c'est immanquable. Donc à tout à l'heure. Et bienvenue pour accueillir André Agassi dans cette Masters Cup à Lisbonne. Autant vous dire qu'il y a une ambiance de folie ici. Le stade est pratiquement comble. Agassi, c'est la star. Le voici, l'Américain. Alors bien sûr, on vous rappelle qu'il y a eu déjà 2 matchs qui se sont disputés. Le premier, Marat Safin s'est imposé face à Alex Correggia. Et puis par la suite, Pete Sampras a perdu face à Lleyton Hewitt. Là, c'est le 3e match de la journée, le dernier. Et Agassi va affronter Gustavo Kuerten. Ambiance. Très concentré Gustavo Kuerten. On espère qu'il ne va pas être trop crispé parce que bien sûr lui aussi est en course pour la place de numéro 1 mondial et il est tout seul maintenant puisque cette place de numéro 1 va se jouer entre Marat Safin et Gustavo Kuerten, puisque Safin, en battant Correggia lors du premier match de cette journée, a éliminé toute chance pour Pete Sampras de pouvoir terminer à la place de numéro 1 mondial. Kuerten, il est capable de tenir ce genre de pression, Thierry? Oui, je pense. Maintenant, Gustavo Kuerten, il l'a prouvé, hein, ça fait 2 ans qu'il joue au plus haut niveau. Je crois que la seule inconnue, c'est qu'il joue face à André Agassi, et qu'André Agassi, on ne sait jamais de quoi il est capable. Surtout qu'il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Non. Mais il a annoncé, hein, il a très envie de bien faire ici lors de ce Masters, s'il en est capable, parce qu'on sait, hein, lorsqu'Agassi joue bien, ça déménage. Ça déménage. Ouais. On va faire un petit tour du côté des résultats déjà dans ce groupe rouge avec Hewitt, Safin, Correggia et Sampras. Une victoire, 0 défaite pour Lleyton Hewitt. Safin pareil, et Correggia et Sampras, eux, ont déjà une défaite à leur actif. Voici le groupe vert avec Kuerten, Norman, Kafelnikov et Agassi. Norman et Kafelnikov sont au repos pour cette première journée, mais ils joueront demain, l'un contre l'autre d'ailleurs.
D'ailleurs, je vais en profiter pour vous rappeler le programme de demain. Ça commencera à partir de 17 h, Norman Kafelnikov, suivi normalement juste après par Pete Sampras contre Alex Correia. Et puis à partir de 22 h heure française, vous aurez Safin contre Lleyton Hewitt. Autant vous dire qu'on va quand même se régaler pendant plusieurs jours. Voici la course, the race, pour cette fameuse place de numéro 1 mondial. Donc vous allez le voir, Safin a creusé l'écart. Normal, il a gagné son match. Il a pratiquement 100 points d'avance sur Kuerten. Mais Kuerten va jouer là face à Agassi et que c'est très important pour lui de gagner ce match. Sampras bloque en 3e position. Norman, attention, pourrait être capable de dépasser Pete Sampras s'il venait à battre Kafelnikov. Agassi est 8e, lui aussi a besoin de points pour peut-être dépasser Alex Correia. Correia qui a perdu, qui est toujours 7e mais qui n'a pas gagné de points. Et Lleyton Hewitt, lui, qui s'est un petit peu rapproché de la 5e place mondiale. Ça va faire beaucoup de changements en très peu de jours sur ces 8 meilleurs mondiaux. Match arbitré par Jorge Diaz. Voilà, la lumière est apparue dans cette grande salle du pavillon atlantique de Lisbonne et on va pouvoir vous présenter ces deux joueurs. On commence par Guga, Gustavo Kuerten, 24 ans seulement, 1m91, 76 kg, joueur très élastique, très bondissant. Actuellement 2e au classement de race et 2e au classement technique ATP. Il a gagné 4 tournois cette année. Et quel tournoi! On vous rappelle quand même Roland Garros dans le lot. Finaliste à Miami et à Rome. 59 victoires pour 21 défaites. Et vous le voyez ici dans ce Masters. Eh bien, il avait perdu l'année dernière en match de poule. Kuerten, on l'écoute. You know, he has much more options and many more tournaments to play. Je vais jouer beaucoup de tournois bien sûr pour essayer de devenir numéro 1 mondial, mais ça va se jouer sur une surface indoor rapide et ce n'est pas vraiment ma surface. C'est vrai que si ça se jouait sur terre battue, j'aurais peut-être plus de chance, mais c'est vrai qu'en général, tout au long de la saison, on joue en général sur des surfaces rapides. Ouais, et puis ce qu'il disait surtout, c'était que si on est un joueur que de surface rapide, on peut s'imposer pour devenir numéro 1 mondial, alors que si on n'est qu'un joueur de terre battue, c'est plus difficile parce que maintenant il y a beaucoup moins de tournois sur terre battue que surface rapide. Voilà, Gustavo Kuerten qui l'a dit, c'est le plus grand défi qu'il ait rencontré jusqu'à présent dans sa jeune carrière de joueur professionnel. Cette possibilité de devenir numéro 1 mondial à la fin de la saison 2000 et il a très envie d'y parvenir. André Agassi, 30 ans, c'est le joueur le plus vieux de cette Masters Cup, 1m80, 77 kg. Il est actuellement 8e et c'était très important parce que s'il avait été 9e, il ne serait pas venu, c'est ce qu'il avait annoncé. Il a peu joué cette année, 36 victoires, 14 défaites, mais des beaux résultats. Victorieux du premier grand chelem de l'année, l'Open d'Australie, finaliste à Washington. Et puis c'est vrai que bon, il a des résultats bien sûr dans ce tournoi, le Masters, depuis de nombreuses années. Il l'avait remporté en 1990. Il ne l'a remporté qu'une seule fois d'ailleurs, André Agassi, étonnamment, vu le palmarès de ce champion. André Agassi qui revient de blessure. Il avait dû abandonner à Lyon face à Clément, je crois, c'était en demi-finale. Et il n'avait pas joué à Bercy. Donc c'est vrai qu'on avait un point d'interrogation sur sa condition physique. Oui, c'est vrai. Il était venu sur place à Bercy le lundi, je l'avais vu taper à l'entraînement. Et puis finalement il avait préféré se retirer, même si il avait été programmé très tard, parce qu'il ne devait rentrer que mercredi. Oui. Mais il avait été remplacé par Stéphane Huet. Ah oui, quelle belle aventure pour Stéphane Huet. Ah oui. 3e lucky loser, qui n'attendait même plus la possibilité de se retrouver dans le tableau final et qui s'est retrouvé qualifié d'office au 2e tour. Ça a été un petit peu trop pour Stéphane Huet. Il a eu du mal à digérer ça. Ouais, surtout lorsqu'on en passe 2 jours pleins à attendre dans le Players Lounge sans rien faire. Et on sait, dans ces tournois, dans le Players Lounge, il y a plein de bonnes choses à manger. Et par contre, si on ne s'entraîne pas, difficile après de se retrouver tout d'un coup sur un court. Alors avant de rentrer plus en détail dans ce match, on vous rappelle que Lleyton Hewitt a battu Pete Sampras il n'y a pas longtemps, en 1h14 minutes, 7-5, 6-0. Thierry Titi Campeón en portugais, qui bien sûr me titillait pour savoir quand Pete Sampras avait perdu pour la dernière fois un 7-6-0.
La dernière fois, c'était en 96, il y a donc bien longtemps. C'était à Roland-Garros, sur terre battue. Il avait perdu contre Yevgeny Kafelnikov. C'était au premier tour. Bon, mais si l'on cherche encore plus loin une surface rapide, qui est quand même sa surface de prédilection, la dernière fois qu'il avait perdu un set 6-0, c'était en 1990. Il avait perdu en demi-finale du tournoi de Milan face à Ivan Lendl. Et quand on a posé la question à Pete Sampras juste après son match, il nous a regardé et il a dit « Écoutez, sincèrement, je crois que la dernière fois que quelqu'un m'a mis un 6-0, c'était chez les juniors. » Il ne s'en souvenait plus. Donc autant vous dire que la performance de Lleyton Hewitt, même si Pete Sampras, on va mettre un bémol Thierry, n'était pas au meilleur de sa forme, eh ben, il faut quand même lui mettre 6-0. Ouais, c'est évident. Voilà, on va pouvoir rentrer gaiement dans ce match. Il s'annonce passionnant avec Gustavo Kuerten opposé à André Agassi. Kuerten numéro 2 mondial opposé à l'américain numéro 8 mondial. Agassi au service. Toujours pareil avec André Agassi, ça commence à 200 à l'heure. Premier jeu blanc pour André Agassi, 1-0 premier set. Alors on a laissé planer un petit doute sur sa condition physique bien sûr pour le suspense. On a discuté avec André Agassi bien sûr avant ce tournoi. Et André Agassi nous l'a confié, il est archi motivé pour cette Masters Cup. Pour la simple et bonne raison qu'il pense avoir raté sa saison. Il a gagné l'Open d'Australie, mais après il n'a plus rien fait. Et tout simplement, on pourra vous le rappeler après, pendant ce match, à cause de kilomètres qu'il a fournis en avion pour aller de l'Open d'Australie au Zimbabwe, retourner aux États-Unis. Et il s'est complètement détruit physiquement. Et il a couru après ça tout au long de l'année. Mais là, il est en pleine forme. Public partagé. La moitié pour Agassi, l'autre pour Guga. Oui, superbe. Larry Passos
Et le frère de Guga juste à côté avec le pull jaune, Raphaël. Un jeu partout. Ça commence vite, fort, et c'est précis des deux côtés. Un petit peu en retard là sur ce dernier coup droit, Gustavo Kuerten. Voilà, quelle cause de Balto. Bien joué, un bon service extérieur qui déporte Kuerten et derrière sur ce revers qui joue pratiquement en demi-volée. Regardez comme il est loin Kuerten, il laisse aucune chance de revenir. Allez, vous le connaissez autant que nous, André Agassi, quand il commence un match comme ça, ça veut dire qu'il a faim. Série de 3 jeux consécutifs blancs et 2 jeux à 1 pour André Agassi, premier set. Alors Thierry, une petite question, on connaît André Agassi, on connaît sa motivation, on connaît aussi son palmarès, sa longévité au plus haut niveau. Il le dit lui-même, il a raté sa saison, il a eu des problèmes physiques, il a eu des problèmes d'ordre familiaux puisque, on va quand même le rappeler, sa mère et sa sœur sont atteintes toutes les deux d'un cancer au sein, mais on va rassurer tout le monde au cas où ça vous inquiéterait, c'est un cancer bénin qui apparemment est en train de se résorber pour sa mère et pour sa sœur, donc il est un peu plus tranquille André Agassi. Mais est-ce que vraiment ça peut avoir une influence sur le jeu d'un joueur quand il y a toutes ces petites pollutions autour de lui? Non, bien sûr, il y a une répercussion, bon, on l'a vu, hein, c'était sur la tournée américaine qui... D'habitude c'est une tournée qui lui il affectionne tout particulièrement. Il n'était pas très bien, on voyait qu'il n'avait pas la tête à ça, il jouait ses matchs de manière sans être vraiment concentré. Il jouait les points comme ça venait, mais il n'était pas dedans, quoi. Et puis bon, on l'a vu jusqu'à l'US Open où il perd en 3-7 sec contre Arnaud Clément. C'est vrai qu'Arnaud jouait bien à ce moment-là parce que lui c'était un des meilleurs joueurs du moment, hein, parce qu'il a fait un été somptueux. Mais André Agassi, lui, il n'y était pas, donc forcément il était affecté par tout ça. Et puis qui ne le serait pas, hein, je dirais, hein, de toute manière. Donc c'est normal. Mais c'est vrai que maintenant il est complètement rassuré. Et puis espérons pour lui que son tennis maintenant puisse se mettre en place. Ah mais il veut gagner, il l'a dit vraiment, si je peux encore sauver ma saison, c'est en gagnant cette Masters Cup. Sinon